Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 12 novembre. Au 33e jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les forces de l'entité sioniste font de nouvelles victimes et mènent au moins 3 frappes aériennes au nord-est de Beit Lahia dans la zone dite de la ligne jaune. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune décide de répondre favorablement à la demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal. Dans le conflit russo-ukrainien, les craintes se font de plus en plus ressentir autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye, en plein milieu des combats faisant craindre une catastrophe à tout moment. Et concernant la COP30 au Brésil, Pékin annonce accueillir favorablement le lancement de l'initiative soutenant les pays en développement à réduire la déforestation et la dégradation des forêts tropicales. Bonsoir à tous. L'entité sioniste a fait de nouvelles victimes dans la bande de Gaza 33 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 3 martyrs ainsi que 4 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 11 octobre dernier, 245 Palestiniens sont tombés en martyrs et 627 autres ont été blessés, tandis que les corps de 532 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide entamé le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 69 185 martyrs et 170 698 blessés, en majorité des femmes et des enfants. En violation constante du cessez-le-feu, l'aviation de l'entité sioniste a mené ce mercredi au moins 3 frappes aériennes au nord-est de Beit Lahia, notamment dans la zone dite de la ligne jaune de la bande de Gaza, alors qu'une équipe de la Croix-Rouge et des membres des brigades Azdin al-Qassam se préparaient à pénétrer dans cette zone à l'est de Gaza afin de récupérer des dépouilles de captifs. Par ailleurs, les autorités sanitaires palestiniennes ont révélé que les corps de 35 martyrs non identifiés avaient été retrouvés et transférés à l'hôpital Al-Shifa pour identification par les organisations et agences internationales. Ces corps avaient été enterrés dans la cour principale de l'hôpital Sheikh Radwan, dans l'ouest de la ville de Gaza. Ils ont été transférés à l'hôpital Al-Shifa pour prélèvement et conservation d'échantillons en vue de leur identification. Pendant ce temps, les hôpitaux qui fonctionnent au ralenti sont submergés à cause des entraves de l'entité sioniste au niveau des points de passage, empêchant l'entrée des fournitures, notamment médicales de base. Une situation qui met des millions de patients en danger de mort. Quand j'ai su que j'étais paralysé, j'ai été choqué, triste. Je sais que j'ai un moral élevé, que je suis fort. J'ai aussi un rêve que je veux réaliser. Je veux être médecin et mes notes sont supérieures à 98%. Je suis passé d'un enfant talentueux à un enfant paralysé. J'ai aussi 14 ans, donc je suis jeune au début de ma vie. Avant la guerre, le complexe médical Nasser effectuait environ 35 ou 40 interventions chirurgicales, presque toutes les époques. Aujourd'hui, le complexe médical Nasser effectue pas moins de 100 interventions chirurgicales par jour. Nous nous sommes mis sous pression et avons essayé de travailler pendant les quarts de nuit, ainsi que de passer la nuit pour effectuer des opérations chirurgicales. Mais malgré cela, cela ne répond pas aux besoins de 700 000 citoyens. Pour répondre aux besoins de ces citoyens, et en raison des changements démographiques existants dans la ville de Khan Younes, nous devrions avoir au moins 15 à 20 salles d'opération afin d'offrir les services à une centaine de milliers de patients.
Autre conséquence des entraves de l'entité sioniste à l'acheminement des aides humanitaires, la famine qui ronge les habitants de la bande de Gaza. Même les enfants sont contraints de faire la queue avec des casseroles vides devant certains centres de distribution de repas, espérant obtenir une portion de riz, l'un des seuls aliments disponibles dans l'enclave palestinienne. À Gaza, les pêcheurs peinent à sortir en mer. Les restrictions et la destruction des infrastructures ont réduit drastiquement leur prise, entraînant une flambée des prix. Pour les habitants, le poisson reste pourtant un aliment essentiel malgré son coût élevé. Notre reportage revient justement sur cette situation critique. Samira Abdellah. À Gaza, la pêche devient un défi quotidien. Les restrictions sévères limitent l'accès à la mer, réduisent les prises et font exploser les prix. Les pêcheurs doivent naviguer avec prudence car chaque sortie en mer est un risque. Le poisson se vend à des prix élevés parce que la quantité qui en sort est très faible. Sur les 6000 pêcheurs qui y travaillaient, il n'en reste plus que 800 avec un peu de vent. Vous ne pouvez pas ramer le petit bateau. La destruction du secteur de la pêche et la fermeture des frontières ont réduit drastiquement la quantité de poissons disponibles à Gaza, entraînant une flambée des prix. Officiellement, nous avions 150 à 200 tonnes de poissons chaque jour, plus le poisson importé d'Égypte et d'Israël. Avant, le bon poisson coûtait entre 40 et 50 shekels. Aujourd'hui, avec toutes les restrictions, les prix restent très élevés. Pour les habitants, le poisson reste un aliment nutritif indispensable malgré les coûts élevés. J'ai un fils blessé, je veux lui apporter de la nourriture. Le seul aliment disponible aujourd'hui est le poisson, même s'il est cher. Avant la guerre, nous avions du poisson 2 à 3 jours par semaine. Aujourd'hui, avec des prix très élevés, une fois par an seulement. Acheter 2 kilos revient à payer 300 shekels. Avant la guerre, la pêche était essentielle pour les habitants de Gaza, tant pour la subsistance que pour le revenu, mais avec les restrictions et la destruction du secteur, elle reste un défi majeur. D'immenses zones de Gaza ont été réduites à l'état de désert par les bombardements qui ont fait près de 68 000 morts en 2 ans. À Gaza, malgré les prix élevés et les restrictions, les habitants continuent de se tourner vers la mer pour nourrir leurs familles. Les forces de l'entité sioniste qui ont mené ce mercredi une nouvelle incursion dans la banlieue sud de Kenitra, dans le Golan syrien, et y ont installé un barrage et empêché les passants de traverser. Cette incursion est intervenue au lendemain de 3 autres incursions effectuées par les forces sionistes dans les villages Batina et de Djaba dans la même localité et procédant à des fouilles des habitants de passage. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de répondre favorablement à la demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal. Le président algérien a réagi à cette demande qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires. Selon un communiqué de la présidence de la République, l'État allemand prend en charge le transfert et les soins du concerné. Le président somalien Hassan Sheikh Mohammed a visité ce mercredi l'unité de production de médicaments relevant du groupe Saïdal à Alger dans le cadre de sa visite officielle en Algérie. Le président somalien a visité l'unité de production de médicaments solides destinés au traitement des maladies chroniques et le département de conditionnement des médicaments anticancéreux. Pour rappel, le président somalien effectue depuis lundi une visite officielle en Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui a réservé hier un accueil officiel.
Coopération militaire, le ministre délégué algérien auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengliha, a reçu ce mercredi à Alger la ministre zimbabwéenne de la Défense et des anciens combattants, Opa Mushinguri Kashiri, qui effectue une visite en Algérie. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération militaire bilatérale, ainsi que les voies et moyens de son renforcement. Elles ont également évoqué les défis sécuritaires de par le monde, particulièrement en Afrique, et ont échangé les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun. À cette occasion, le général d'armée a relevé que cette visite reflétait la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent les deux peuples et qui consacrent la volonté qui anime les hautes autorités des deux pays pour consolider les processus de coopération bilatérale. À l'occasion de votre visite en Algérie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, en espérant que votre séjour parmi nous sera des plus agréables. Cette visite reflète la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent nos deux peuples, de même qu'elle consacre la volonté qui anime les hautes autorités de nos deux pays pour consolider les processus de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. En effet, les relations historiques entre nos deux pays remontent à l'époque de la lutte commune de nos peuples respectifs pour la liberté, la dignité et la souveraineté nationale, tout en restant attachés à leurs principes et animés par la même détermination. Les deux ont continué, au lendemain de leur indépendance, à soutenir la lutte pour affranchir toute l'Afrique du joug colonial et de la ségrégation raciale. Les relations entre les deux pays se sont maintenues dans un esprit de respect mutuel, de solidarité sincère et de coopération constructive, et se caractérisent par la concertation permanente et la convergence des points de vue sur les questions majeures qui concernent notre continent. Et à cette même occasion, Saïd Chengliha a souligné que l'Algérie considérait le Zimbabwe comme étant un partenaire fiable. Ce partenariat s'est renforcé à la faveur de la visite officielle effectuée en Algérie au mois de juillet passé par Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, à l'invitation de son frère Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette visite a constitué une opportunité pour échanger les points de vue sur les voies et les moyens de renforcement de la coopération, ainsi que des concertations sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun. Elle a également été sanctionnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans différents domaines. Je vous en parlais en titre dans le conflit russo-ukrainien. Les craintes se font de plus en plus ressentir autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le site est extrêmement sensible, se trouve en plein milieu des combats, faisant peser les risques d'une catastrophe à tout moment. Imen Merad. La tension monte encore dans la région de Zaporizhzhia au sud de l'Ukraine. Les frappes s'intensifient, la population vit sous la menace constante et la centrale nucléaire, déjà fragilisée, demeure au cœur des inquiétudes internationales. Sur les rives de Dnipro, Zaporizhzhia vit au rythme des sirènes d'alerte. Ces derniers jours, les bombardements se sont multipliés autour de la ligne de front, touchant des infrastructures civiles et des zones industrielles. Les autorités ukrainiennes dénoncent une stratégie russe visant à épuiser la région, considérée comme un verrou stratégique entre le sud et l'est du pays. Les combats se rapprochent également de la centrale nucléaire la plus grande d'Europe, où la situation reste instable. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, le personnel travaille dans des conditions précaires, les lignes électriques sont régulièrement endommagées et tout incident pourrait avoir des conséquences dramatiques bien au-delà de l'Ukraine. Sur le terrain, les habitants tentent de survivre entre les coupures d'électricité et le manque de chauffage, alors que l'hiver approche. Pour Kiev, ces attaques traduisent la volonté de Moscou d'imposer une pression psychologique et énergétique sur toute la population. Pendant ce temps, les appels à la désescalade se multiplient, mais restent sans effet. À Zaporizhzhia, la peur d'un accident majeur ne cesse de grandir, selon Kiev.
La Russie et le Kazakhstan ont convenu de renforcer leur partenariat dans le secteur pétrolier et à la suite de discussions entre leurs présidents respectifs au Kremlin ce mercredi, Vladimir Poutine et Kassym-Jomart Tokayev ont conclu une réunion de 2 jours à Moscou où ils devaient discuter de projets gaziers et des répercussions de sanctions américaines sur les compagnies pétrolières russes. Allez, direction l'Inde à présent. Le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu visite ce mercredi aux personnes blessées lors de l'attentat à la voiture piégée survenu lundi soir dans la capitale indienne New Delhi, ayant fait au moins 12 morts et une trentaine de blessés selon un nouveau bilan. L'enquête a été confiée à l'Agence nationale d'enquête en charge de la lutte antiterroriste, dont les agents tentaient d'établir la présence d'explosifs dans la carcasse du véhicule. Au Pakistan, à présent, des avocats ont exprimé leur solidarité avec les victimes de l'attentat suicide meurtrier perpétré la veille devant un tribunal, appelant à la fin du climat de peur qui règne dans le pays. L'explosion qui a fait 12 morts et 27 blessés était la première attaque contre des civils à Islamabad depuis 10 ans. Il faut mettre fin à cette atmosphère de peur et nous devons essayer de rassembler tous les avocats et d'exprimer notre solidarité. Et nous devons examiner nos défaillances en matière de sécurité afin de pouvoir les couvrir. Il y a de la peur, mais nous sommes venus parce que si les avocats ne viennent pas, qu'arrivera-t-il au public? Et il y aura plus de peur. Par conséquent, pour éliminer cette peur, nous sommes venus encourager les gens et devenir les leurs. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Nous n'avons pas peur de ces choses. La Chambre américaine des représentants doit voter ce mercredi un texte salué comme une très grande victoire par Donald Trump pour mettre fin à la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des États-Unis. La puissante commission des règles de la Chambre qui examine les projets de loi avant qu'ils ne soient soumis au vote des parlementaires a indiqué sur son site internet avoir donné son feu vert hier soir à l'examen du projet de loi adopté par le Sénat lundi. La Chine est disposée à travailler avec l'Espagne pour construire une alliance plus stratégique et jouissant d'une plus grande influence internationale. C'est ce qu'a indiqué notamment le président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre avec le roi d'Espagne Felipe VI ce mercredi à Pékin. Il s'agit de sa première visite d'État en Chine depuis son intronisation et de la première visite d'un monarque espagnol en Chine depuis 18 ans. Je vous en parlais en titre environnement. Pékin a indiqué ce mercredi qu'elle accueillait favorablement et soutenait le lancement par le Brésil de l'initiative Tropical Forests Forever Facility lors du sommet des Nations Unies sur le climat COP30 qu'abrite le Brésil. La Chine a ainsi exhorté les pays développés à fournir un soutien financier adéquat pour aider les pays en développement à réduire la déforestation et la dégradation des forêts tropicales. La Chine salue et soutient le lancement par le Brésil de l'initiative Tropical Forest Forever Facility lors de la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous nous réjouissons à la perspective que l'initiative joue un rôle positif et exhortons les pays développés à fournir un soutien financier adéquat pour aider les pays en développement à réduire la déforestation et la dégradation des forêts tropicales. Allez, parlons à présent de sport, football. L'équipe d'Algérie affrontera demain le Zimbabwe en match amical au stade du Roi Abdallah à Jeddah à 17h, heure algérienne, avec l'objectif de préserver la dynamique en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. On en parle avec Mohamed Wali Ben Chaban. À l'occasion de la trêve internationale de novembre, l'équipe nationale d'Algérie poursuit activement sa préparation en vue des 2 matchs amicaux programmés en Arabie Saoudite.
Les Verts affronteront le Zimbabwe demain soir au stade de Prince Abdullah Al Faisal de Jeddah avant de croiser le fer avec le pays hôte, l'Arabie Saoudite, le 18 novembre courant. Sous la houlette du sélectionneur Vladimir Petkovic, les joueurs s'entraînent sur la pelouse annexe du stade de Roi Abdallah. Les dernières séances ont été axées sur les aspects technico-tactiques dans une volonté d'affiner les automatismes avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette préparation n'est pas sans difficulté pour le technicien suisse qui doit composer avec une série de forfaits. Après les absences confirmées de Rami Ben Sabaini, Fares Shaibi et Mohamed Amin Tougaï, c'est désormais le néo-portier Lucas Zidane qui déclare forfait pour ce stage. Ces absences viennent compliquer la tâche du staff technique déjà en quête d'équilibre et de stabilité dans l'effectif. Néanmoins, ces rencontres amicales offrent une opportunité précieuse pour tester de nouveaux éléments et peaufiner les réglages avant l'échéance continentale. Malgré les contraintes, la sélection algérienne affiche une volonté claire, progresser, s'adapter et arriver fin prête à la CAN 2025 avec un groupe compétitif et soudé. Et en parlant de football, le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Gabon, qui totalisent 15 participations à la Coupe du Monde, prendront part aux barrages africains prévus du 13 au 16 novembre, qui décideront de l'équipe africaine participante au tournoi de barrage de la FIFA pour le Mondial 2026. Les 4 sélections ont fini parmi les meilleurs deuxièmes des qualifications CAF pour le Mondial 2026. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.